Donc, je disais, je suis Baptiste Fouque, je suis chez Alstom et je suis responsable technique cybersécurité des solutions et des produits livrés, donc ferroviaires, livrés par Alstom à ses clients. L'objectif d'Alstom, hein, c'est livrer des systèmes de ferroviaires globaux à leurs clients, signalisation, train, système de mobilité. Tous ces environnements-là, ce sont des systèmes qui sont hautement numérisés maintenant. Il faut voir que, à titre d'exemple, le prochain TGV qui va sortir à la SNCF, fourni par Alstom à la SNCF, c'est un système informatique où dans chaque TGV, il y a 400 composants informatiques. Je dis même plus composants électroniques parce qu'en fait, tous les composants électroniques, ils sont sur Ethernet et il n'y a plus de composants purement mécaniques et pas électroniques. Donc finalement, toutes les portes, tous les afficheurs, toutes les climatisations, toutes les toilettes sont des systèmes informatiques. Et dans un TGV maintenant, on a 400 composants informatiques. Quand on a une flotte de centaines de TGV qui circulent sur des centaines de kilomètres de rails, on a un système informatique global qui est extrêmement large, complexe et éminemment distribué. Voilà. Donc ça, c'est juste pour une flotte de matériel roulant, mais on a également donc la signalisation au sol qui va gérer les circulations, tout ce qui est l'aide à la gestion de flotte, les circulations, la gestion passager, la gestion des communications avec les passagers, les systèmes d'urgence, etc. Donc l'ensemble des systèmes ferroviaires sont des systèmes extrêmement interconnectés, distribués et complexes. Dans ces environnements-là, la cybersécurité est un élément majeur. On ne passe pas à la numérisation des systèmes sans passer par la cybersécurité. Et on a beaucoup de défis à relever dans l'environnement spécifique du ferroviaire. C'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé à répondre à un enjeu qui est celui de la gestion des missions des agents de maintenance. Dans notre environnement distribué, ferroviaire, on a des agents de maintenance qui vont faire leur mission, qui vont aller sur les trains pour les remettre en circulation, pour dépanner les composants défaillants, pour les mettre à jour. Ils interviennent partout et on doit être capable de contrôler leurs actions puisqu'évidemment, une action de maintenance a un fort impact sur le système. Contrôler leurs actions, c'est comme dans tout système informatique, c'est identifier qui fait quoi, autoriser leur accès et gérer leur mission. Donc, on travaille à ce mécanisme-là et on s'aperçoit que on a une forte difficulté, c'est que tous nos composants informatiques ils sont distribués dans un système qui est extrêmement large, comme je le disais en introduction, et que ce système large, il est partiellement connecté, parfois pas connecté du tout pendant très longtemps. Un train qui va être au dépôt pendant 6 mois, il est éteint pendant 6 mois, il n'a pas accès au réseau pendant 6 mois. Et puis quand il veut repartir, il faut qu'il soit tout de suite maintenable. Les actions de maintenance, elles doivent pouvoir se faire immédiatement. Donc on a cette difficulté-là qui est notre capacité à gérer des droits et des identités fines dans un système informatique extrêmement large et une infrastructure d'interconnexion de ce système qui est difficile et non garantie. J'ai une présentation qui va s'articuler en 4 parties. La première qui est un petit tour de 2 cas d'usage extrêmement typiques dans lesquels on a des grosses difficultés à gérer avec les systèmes traditionnels d'identification et de gestion des droits à répondre aux besoins. Le deuxième, c'est la description de la solution à travers ce que l'on a appelé un jeton de mission. Et finalement, quelles ont été les réalisations chez Alstom de cette proposition technique. Le premier cas d'usage pour notre jeton de mission, c'est le cas où on a besoin de fournir des droits à un individu qui était avant inconnu du système. Et malheureusement, on va se situer dans un moment où le système il est non communicant au SI. On a un système qui est soit hors réseau, soit la panne informatique a fait qu'il n'était plus communicant sur le réseau. Et ce sous-système, donc ça va être notre train par exemple, il a besoin d'être dépanné. Malheureusement, on n'arrive pas à le faire marcher et on a besoin de faire intervenir un spécialiste qui n'est pas connu a priori du système.
Donc, on va avoir besoin de lui fournir des droits spécifiques à ce spécialiste-là. Et nous, notre proposition, c'est que le responsable informatique, il crée un jeton de mission temporaire pour ce spécialiste-là. Il puisse transmettre ce jeton à le spécialiste qui va le récupérer par un moyen tiers quelconque, hein, par mail lorsqu'il est à son hôtel, à travers sa clé 4G sur son portable de maintenance, etc. Peu importe. Il a un moyen de récupérer. Bonjour, est-ce que vous pouvez me retrouver? Je pense que. Oh, il y a une petite coupure. OK, super. Est-ce que vous voyez mon écran toujours? C'est bon? OK. Excusez-moi, ma connexion était coupée, me revoilà. Donc notre agent spécialisé, là, il va pouvoir donc récupérer son jeton de mission dans lequel sont décrits ses droits très spécifiques pour sa mission spécifique, temporaire et sur ce système-là. Et il va pouvoir présenter au système ce jeton de mission. Le système va valider ce jeton et il va donc pouvoir effectuer sa mission et le système va pouvoir repartir. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage que l'on a, ça va être le cas où nous avons un besoin d'avoir des actions de maintenance de très fort niveau dans tout le système. Imaginons la situation qui arrive malheureusement de temps en temps, où un composant de sécurité que l'on retrouve dans un grand nombre de composants sur le système a présenté une vulnérabilité majeure. Mettons que cette vulnérabilité compromet les éléments de sécurité de base du système. Les clés d'authentification de la majorité des composants ferroviaires, ils sont dans la nature, ne sont plus sûrs. Donc, il faut être capable de mettre à jour les secrets du système de manière urgente. Parce que le système, quand les secrets n'ont pas été mis à jour, le système est extrêmement ouvert et vulnérable. En proposant que le responsable de sécurité, il va créer des jetons de mise à jour à l'ensemble des agents de maintenance disponibles. Ce sont des actions qui sont des actions à très fort privilège, qui engagent très fortement la cybersécurité et qui dépassent très largement le cadre habituel des agents, des missions classiques de maintenance des agents. Par contre, on va leur créer un jeton qui va décrire de manière très contrainte cette action à fort privilège et ça va leur permettre donc de présenter, de récupérer cette mission-là, d'aller sur l'ensemble des équipements, même les équipements qui sont hors couverture réseau, pour ensuite les mettre à jour et remettre en état de sécurité le système. Donc, dans ce cadre-là, j'ai beaucoup parlé de ce jeton de mission. Donc, la proposition technique que l'on fait, c'est cette fameuse description de jeton de mission. Alors, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce jeton de mission? Classiquement, pour gérer les identités et gérer les droits, on s'appuyait sur deux grandes familles de gestion d'identité et de droits qui sont les gestions locales sur chacun des équipements, voire sous-systèmes. Dans les mini-réseaux, on peut avoir des gestions localisées d'identité et de droits. Ou bien on a évidemment à l'opposé, ce qui se fait de manière extrêmement, de plus en plus systématique, qui est un mécanisme centralisé de gestion des identités, des comptes et des droits pour l'ensemble du personnel. Je vais aller relativement simplement sur ces deux environnements que vous connaissez tous. La gestion des comptes locaux, elle. Ok, me revoilà, excusez-moi encore.
Donc, gestion des comptes locaux. Bon, sans dévoiler quelque chose de très extraordinaire, c'est très pratique à mettre en place. Ça existe sur tous les systèmes informatiques de base. Par contre, et ça ne nécessite pas de couverture réseau ou d'infrastructure spécifique, ça possède un défaut majeur, c'est que d'un point de vue sécurité, c'est extrêmement faible. On s'appuie sur des environnements génériques, on s'appuie sur des solutions, la révocation des droits est difficile et la gestion des rôles et des identités est difficile. À l'opposé, la gestion centralisée des comptes, d'un point de vue sécurité, c'est extrêmement performant. Malheureusement, pour nos systèmes distribués, ça nécessite, et où on a un mix entre un environnement opérationnel et un environnement IT, on crée une forte contrainte sur la disponibilité de l'environnement IT pour la gestion opérationnelle. Autrement dit, le système opérationnel devient dépendant de sa couverture réseau et de la disponibilité du système d'authentification de l'environnement IT. Dans cet environnement-là, on souhaite développer une technologie qui va permettre de répondre à ces 4 grands besoins. Le premier besoin, c'est un besoin d'identification extrêmement fort pour gérer les agents. Identification, authentification et non-répudiation. On est capable de tracer ce que fait chacun des agents de manière individuelle et forte, sans capacité pour l'agent de dénier ses actions. Le deuxième besoin, c'est la gestion des droits. Simplement être capable de décrire de manière fine et révocable qu'est-ce qu'un agent, un individu peut faire sur le système, où et quoi. Et finalement, le besoin qui pousse, le plus important qui pousse au développement de cette solution-là, c'est la disponibilité du système en dehors de la disponibilité de l'infrastructure informatique. Encore une fois, notre difficulté dans un système opérationnel réparti, c'est la disponibilité du réseau et de l'interconnexion. Et c'est la contrainte sur le serveur d'authentification par rapport à la disponibilité opérationnelle. On ne veut pas que le système opérationnel soit fonctionnellement dépendant de la disponibilité de l'environnement IT où serait hébergé un serveur d'authentification centralisé. Ce système doit être capable de répondre aux usages des opérateurs. Si on crée un système d'authentification et de gestion qui est décorrélé du quotidien des opérateurs, on va avoir une très forte difficulté, très forte contrainte sur la gestion du changement pour les opérateurs. On ne voudrait pas que cette solution technique bouleverse les usages des opérateurs, sinon on va avoir une très forte résistance de la part des opérateurs. Donc, pour répondre à ces besoins-là et répondre à ces contraintes, on propose une solution qui tient dans un fichier. L'objet technique est un fichier. Pour nous, c'est extrêmement important que ça soit un fichier parce que c'est un objet technique que tout le monde connaît bien et que tout le monde manipule facilement. Un fichier, tout le monde a l'habitude de manipuler les fichiers, tout le monde a l'habitude de les stocker, les transporter, les envoyer. J'ai dit qu'on pouvait se les envoyer par mail, on peut les mettre sur des clés USB, on peut les stocker sur des serveurs et les récupérer à travers des serveurs de fichiers. C'est quelque chose qui est extrêmement facile et courant d'utiliser. Ce fichier-là, il est petit, il est simple, il décrit la mission et il va protéger également tous les artefacts de mission. Lorsqu'on a une mission de maintenance, on a des artefacts de type fichier de configuration à amener, patch de mise à jour, etc. Ce fichier-là, il ne va pas porter directement les artefacts de mission, mais par contre, il va les protéger. La deuxième contrainte qu'on amène et la deuxième propriété très forte qu'on a sur cette solution-là, c'est que ce fichier-là, il est autoporteur en termes de sécurité. Ce que cela implique, c'est qu'il ne crée pas de nouvelles contraintes de sécurité sur le système. On peut transporter le fichier dans un mail, dans une clé USB, etc. On ne veut pas créer de contraintes sur ce transport, sur ce mail. Ce fichier-là, il ne crée pas de contraintes de confidentialité, il n'y a pas de secret dedans.
il ne crée pas de contrainte d'authenticité, il est autoporteur en termes d'authentification, de certification. Il ne crée pas d'autres contraintes sur les systèmes. On ne veut pas surcontrainte la mission et le transport des agents. Finalement, encore une fois, il faut que cet élément-là, cet outil, soit parfaitement en ligne avec les opérations. Alors, je vais rentrer donc, maintenant que j'ai bien décrit les objectifs de cet objet-là, ce jeton-là, je vais pouvoir le décrire précisément. Il va d'abord décrire qui est l'agent qui est le porteur le propriétaire du jeton. Donc, on a donc un jeton de mission. Ça décrit les missions d'un agent. Il est donc individuel et il va garantir que l'utilisateur, au moment de la mission elle-même, l'utilisateur est bien le propriétaire du jeton. Il est individuel et il est capable de porter l'ensemble des missions d'un agent. Un agent, il n'est pas dévolu à un sous-secteur, un sous-système, une sous-mission. Il peut avoir plusieurs missions dans sa fiche de poste. Le jeton peut décrire l'ensemble de ces missions. Ces missions vont être décrites en termes de localisation, de limites temporelles et d'action. Donc, une mission, c'est un ensemble d'actions que l'on effectue sur des sous-systèmes ou des sous-équipements pendant un temps donné. Et c'est tout ça qui va être ensuite décrit dans les jetons de mission. Donc, techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre jeton, bon, il a des éléments informatifs qui peuvent être utilisés. On parlait de gestion d'événements, de gestion d'incidents, etc. Donc, tous ces éléments informatifs peuvent servir à générer des logs au moment de la création, du transport, de l'usage. Il va ensuite porter des éléments qui vont contraindre son usage en termes de propriétaire et de validité temporelle. Le propriétaire, un challenge pour le propriétaire et puis une validité temporelle. Et puis ensuite, une liste de missions qui sont spécifiées en termes d'équipement cible et de liste d'actions. Le tout est sécurisé, l'ensemble complet est sécurisé par une certification qui sera vérifiable par les cibles, les équipements sur lesquels l'agent effectue sa mission. Alors, on peut s'imaginer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour un mainteneur. Un mainteneur, hein, c'est quelqu'un qui se branche sur un équipement et qui, à travers une interface, effectue des actions sur un équipement informatique opérationnel. Mettons que donc son interface, c'est soit une interface web comme vous avez l'habitude, soit une interface en ligne de commande comme vous avez également l'habitude. Donc, mettons que le mainteneur il se connecte en se connectant à l'interface en ligne de commande sur l'équipement. Il va spécifier qu'il veut se connecter et s'authentifier à l'aide d'un jeton de mission. Et le système d'autorisation de l'équipement va lui demander le jeton d'authentification ainsi que les éléments pour que le mainteneur puisse s'authentifier sur le système à travers le jeton. Donc, qu'est-ce que va devoir fournir le mainteneur? D'abord, un moyen pour l'équipement de récupérer son jeton. Typiquement, ça va être une URI qui peut être locale si le mainteneur, par exemple, branche une clé USB dans l'équipement, ou bien pseudo-locale si l'ordinateur de maintenance possède un microserveur FTP pour héberger les jetons, ce qui permet donc à l'équipement cible de récupérer le jeton. Et puis, on a dit que le mainteneur il devait pouvoir prouver qu'il est propriétaire du jeton. Donc, il va typiquement rentrer un mot de passe qui va qui va être confronté au contenu du jeton pour identifier et authentifier le mainteneur. Une fois que l'équipement a récupéré le token, a validé le token, a autorisé le mainteneur,
il va pouvoir effectuer l'ensemble des opérations décrites dans la mission du jeton. Ça peut être le téléchargement d'une nouvelle configuration, la vérification de cette configuration-là, la mise à jour de l'équipement et puis l'exécution d'un script. Finalement, il peut pousser ses logs sur le PC du mainteneur. À la fin de ces missions-là, il peut y avoir une action décrite dans le jeton qui peut être l'ouverture d'une ligne de commande pour le mainteneur pour que le commande puisse passer, faire un ensemble de commandes plus libres. Et le jeton peut décrire le rôle local du mainteneur sur cet équipement-là. Voilà donc un usage typique du jeton d'authentification à travers une ligne de commande. Un autre usage serait exactement les mêmes actions, mais le mainteneur qui utilise une interface web pour pousser le jeton sur l'équipement. J'ai dit que l'objectif de cette proposition technique, c'était être capable d'amener une identité et des droits sur les équipements sans être dépendant d'une infrastructure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'infrastructure du tout. Ça veut dire que l'infrastructure n'est pas disponible en temps réel. Par contre, on va évidemment avoir besoin d'autres éléments dans le système que simplement le fichier qui est le jeton. On va d'abord avoir besoin du serveur qui certifie le jeton. Ce serveur, il est absolument central dans le système, évidemment, puisqu'il va d'une part permettre à l'opérateur de décrire les missions suivant les postes les postes et les rôles de chacun des agents, et puis l'élément de sécurité qui est la certification de ces missions-là à travers le jeton. Il faut quand même qu'on ait un moyen ou un autre de transporter ce jeton. Ce moyen, il est, encore une fois, pas temps réel et il n'a pas de contraintes de sécurité dessus. Et finalement, dans chacun des équipements, on va avoir besoin d'un certain nombre d'éléments. La première, c'est une bibliothèque capable de consommer le jeton en interface avec le framework d'authentification du jeton. Le deuxième, c'est une source de confiance attachée à la bibliothèque pour être capable de vérifier la certification de chacun des jetons. Et ensuite, dans l'ensemble des applications de maintenance, une interfaçage avec cette bibliothèque qui consomme le jeton. On va aller pouvoir voir ça un petit peu en détail. Qu'est-ce que ça veut dire dans un équipement en allant voir ce qui a été réalisé en termes de prototypage chez Alstom. Donc, on va s'appuyer sur un équipement possédant un système logiciel extrêmement standard. Hein, c'est un système Linux standard. La majorité des équipements ferroviaires sont des Linux standards. Il n'y a absolument plus rien de magique maintenant dans l'informatique opérationnelle. Et ces systèmes, ils ont un environnement en interface avec l'extérieur, du SSH comme on l'a vu, une interface web comme autrement un serveur web ou une interface, peu importe, qui s'appuie sur un framework, un environnement d'authentification, typiquement PAM sous Linux, qui lui-même s'appuie sur une bibliothèque de comptes locaux, un annuaire ou bien des annuaires distants. Voilà, revoilà la sous-préfète, vous devriez m'entendre de nouveau. Si on coupe le lien avec l'annuaire, les comptes distants posent souci et effectivement, ce n'est pas suffisant. Donc, on a rajouté chez Alstom dans ce système-là, les éléments techniques qu'on a pu développer. Le premier, c'est un module qui s'interface avec PAM, qui va être capable d'être appelé depuis donc PAM,
pour ensuite récupérer le jeton, consommer le jeton et fournir une identification et une autorisation. Ensuite, on a créé ensuite un module autonome de ce module d'autorisation qui va exécuter les missions qui sont décrites dans le jeton. Et ce module, il va donc soit directement agir sur le système, soit permettre aux applications de maintenance d'ouvrir une fonction de maintenance avec un rôle particulier, comme on a dit tout à l'heure. On a séparé absolument ces deux fonctions-là, qui sont la consommation du jeton, l'authentification du jeton et les fonctions de sécurité, l'autorisation de l'agent de maintenance et l'exécution de la fonction. Ce module d'exécution-là, il est extrêmement esclave sur le contenu du jeton. Et le module d'authentification va lui pousser la mission et bêtement, le module d'exécution va exécuter sur le système ou bien fournir à la fonction de maintenance les actions qui sont contenues dans chacune des missions. Ce lien-là entre le module d'authentification et le module d'exécution est donc extrêmement critique d'un point de vue sécurité. N'importe qui peut pousser quelque chose au module d'exécution et mettre sur le système. Le jeton, on l'a lui-même coupé donc en deux. Son format, on va aller un petit peu en détail juste après dedans, à quoi est-ce qu'il ressemble. Juste pour dire qu'on l'a découpé en deux fonctions principales. La première, c'est décrire les missions et son contenu effectif. Et l'objectif du format choisi, c'était que ça soit quelque chose qui soit extrêmement lisible, mature et facile à gérer d'un point de vue opérationnel. Le contenu charge utile du jeton a vraiment un objectif de faciliter l'opération. On s'est donc tourné vers une technologie légère, mature et lisible, qui est le JSON. L'autre fonction principale portée par le jeton est sa fonction de sécurité qui va reposer sur la certification. La certification du jeton, le petit tampon vert qu'on avait sur le schéma du jeton tout à l'heure, on va le faire porter sur un standard de sécurité qui est le PKCS7, qui est un standard relativement ancien, donc mature et éprouvé, et qui s'appuie sur des briques de sécurité qui sont déjà présents a priori dans les équipements pour d'autres besoins de sécurité. Autrement dit, on va réutiliser des fonctions de sécurité préexistantes dans les équipements pour valider le jeton et ensuite la charge utile qui ne portera plus de risque de sécurité de manière intrinsèque, qui ne pourra plus être forgée, sera dans une forme beaucoup plus légère et beaucoup plus lisible. Donc, ce JSON utile, à quoi est-ce qu'il ressemble? Il ressemble en fait au format JSON, exactement au schéma que je vous avais montré tout à l'heure, à savoir de la donnée informative comme le créateur, un identifiant de jeton, un identifiant de mission, une description simple, et puis des données opérationnelles qui sont le propriétaire, les éléments d'identification du propriétaire, les éléments de validité temporelle du propriétaire, et puis la liste des missions. Il y a deux éléments sur lesquels on a buté pour la création de ces missions-là. La première, c'est comment est-ce qu'on fait pour authentifier le propriétaire, sachant qu'on ne voulait pas créer de contrat de confidentialité dans le jeton. Donc, on voulait être capable d'authentifier le propriétaire sans mettre de secret dans le jeton directement. La solution, elle a été résolue par les mécanismes de challenge qui sont maintenant relativement anciens en cryptographie. Malgré tout, donc, ce challenge, ils peuvent être de plusieurs types. Hein.
soit ça peut être un challenge basé sur un mot de passe, donc ça va être un mot de passe fortement haché qui va être porté par le jeton et le propriétaire devra connaître le mot de passe en clair pour être capable que l'équipement puisse retrouver le haché. Ou bien on peut s'appuyer sur des challenges de type clé asymétrique. On va demander au propriétaire de prouver qu'il est porteur d'un certificat ou d'une clé privée. La clé publique ou bien son fingerprint sera porté par le jeton. Finalement, on peut même imaginer que le jeton est porteur d'un élément de preuve type biométrique. Je ne suis pas sûr qu'on ait très envie, ça va créer énormément d'autres questions d'un point de vue sécurité, éthique, etc., qu'on n'a pas envie forcément de se poser. Mais pareil, d'un point de vue purement formel et théorique, ça permettrait de créer des défis asymétriques qui seraient dans le jeton. Ces défis-là, ces challenges, ils sont évidemment cumulatifs. On peut demander à un agent d'être à la fois connaisseur d'un mot de passe et porteur d'un certificat. L'autre élément sur lequel on s'est posé un petit peu des problèmes était comment décrire les équipements cibles des missions. On a parlé du système sur lequel intervient le mainteneur. C'est des systèmes qui sont distribués et complexes. Et les agents de maintenance, ils n'ont pas vocation à agir de la même manière sur l'ensemble des équipements. De la même manière, on a parlé de missions qui devaient être extrêmement précises sur un équipement donné ou bien sur un sous-ensemble extrêmement précis d'équipements. Donc, il fallait qu'on soit capable d'identifier des équipements soit de manière extrêmement unitaire, ou bien à la fois des équipements définis par des groupes d'équipements. Par exemple, l'ensemble des contrôleurs de train d'une sous-partie de la flotte. La manière dont donc, au début, on imaginait résoudre ce problème en faisant porter au jeton des sous-éléments de la BOM du système ou de l'arborescence de la gestion d'équipement du propriétaire du système. Mais on s'est vite aperçu que ça serait extrêmement complexe de lier la gestion des équipements d'une part et les jetons d'autre part. Et le système arborescent était possible, mais probablement extrêmement complexe. Et la recherche dans un arbre était, d'un point de vue mise en œuvre technique, risquée et offrait une surface d'attaque importante. On s'est tourné vers une solution beaucoup plus pragmatique et qu'on imagine beaucoup plus simple. On dit simplement que les équipements, ils sont porteurs d'un certain nombre d'attributs qui leur permet soit d'être identifiés de manière très individuelle. Je suis le contrôleur de train identifié de manière unique sur toute la flotte comme étant le numéro 58. Mais je suis également simplement contrôleur de train. Il se trouve que je suis dans l'extrémité de tête. Il se trouve que je suis dans le train 22. Il se trouve que je suis dans le projet SX et il se trouve que je suis dans un système de signalisation qui s'appelle SACEM. Et finalement, dans le jeton, on va pouvoir faire porter un sélecteur d'attributs sous une forme d'une liste disjonctive qui va permettre de sélectionner soit à la fois le carbone contrôleur numéro 42 ou bien le contrôleur de train numéro 56 ou bien l'ensemble des contrôleurs de train du train 22 qui s'écrit d'un point de vue programmatique avec des plus et des multipliés. C'est une pure formalisation d'écriture hein, de cette liste disjonctive. Et on va voir que notre équipement qui était le contrôleur 58, contrôleur de train, équipement localisé dans la cabine de tête du train 22, il va être validé par cette liste puisqu'effectivement, c'est un contrôleur de train et qu'il se trouve dans le train 22. Et donc, avec cette liste disjonctive, on pense pouvoir être capable facilement d'identifier à la fois de manière très unitaire chacun des équipements d'un système et à la fois des groupes d'équipements
grâce à des attributs et des conjonctions d'attributs. Donc, les composants qu'on a mis en œuvre chez Alstom, c'est les composants que je vous ai présentés tout à l'heure sur le schéma d'architecture. La bibliothèque d'autorisation, qui est un module PAM pour s'interfacer nativement avec les éléments natifs du framework d'authentification Linux. Le module d'exécution qui s'interface avec le système pour apporter les changements au système ou bien avec les applicatifs de maintenance de l'équipement. Et puis, la spécification du jeton et de manière débarquée, la fonction de certification du jeton. Je vous avais dit que dans le serveur, il y avait une autre fonction clé qui était la création d'émissions en lien avec l'opération. Pour nous, ça, c'est une fonction qui n'est pas une fonction de sécurité, c'est une fonction qui est éminemment métier, sur lequel l'entité sécurité que je porte n'a pas de valeur ajoutée spécifique. La valeur ajoutée de la sécurité, c'est la certification. Donc, on imagine bien qu'il y a un module, un environnement qui crée la charge descriptive d'émission et une fonction de certification, là qui est de sécurité, extrêmement simple, unitaire, qui prend une clé privée d'autorité et qui certifie le fichier de mission. Voici donc les trois modules qui ont été écrits. On a choisi pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas besoin de m'attarder le langage de programmation Rust pour créer ces trois modules-là. Je pense que ceux qui ont un background logiciel verront vite qu'il n'y a pas beaucoup de magie dans ces trois modules. D'un point de vue technologique et logiciel, ces trois modules-là, ils sont relativement simples. Ce qui est le plus important pour nous chez Alstom, c'est ce principe de jeton autoporteur en termes de sécurité et la spécification du contenu du jeton qui va permettre l'efficacité des missions et sa distribution dans le système. Un petit pas de côté pour rappeler malgré tout que pour bien cadrer ce que fait le jeton en disant ce qu'il ne fait pas. On ne crée pas un nouveau protocole d'administration, on ne recrée pas SSH, on ne recrée pas une application web, on ne recrée pas un framework d'administration. On crée un mécanisme de gestion des identités et des droits. C'est tout. Donc, ce mécanisme-là, il sera utilisé et porté par un protocole d'administration et il a vocation surtout à être portable par l'ensemble des protocoles d'administration standards, une ligne de commande ou bien un environnement web, et il a vocation à être utilisable facilement, intégrable dans les protocoles d'administration existants. Il ne fournit pas un moyen de transporter le jeton. Ce n'est pas une API web, ce n'est pas ce jeton, c'est un fichier. Et ça, c'était bien un objectif premier. En étant un fichier, il est portable par n'importe quel mécanisme capable de porter un fichier. Il est portable en FTP, il est portable par un USB, il est portable par un serveur web, il est portable à travers du mail. Vous pouvez l'accrocher, vous pouvez le mettre dans une micro SD et l'accrocher à un pigeon voyageur et il est transportable. Mais il ne fournit pas la distribution du jeu. Là où on est le plus triste, malheureusement, c'est qu'il ne fournit pas de manière simple de mécanisme de révocation. Un jeton étant un fichier déconnecté, certifié, il n'est pas facile en tant que tel de le révoquer. La révocation, tous les mécanismes que je connais pour révoquer quelque chose s'appuient toujours sur une distribution à un point donné d'une liste de révocation ou d'un état de révocation. Cet état de révocation-là, on peut le mettre en œuvre pour le jeton. Il y a des éléments techniques dans le jeton qui permettent de mettre en place un mécanisme de révocation, mais ce mécanisme-là contrevient à un des objectifs qui est l'objectif d'indépendance par rapport à la disponibilité de l'infrastructure et du serveur. Donc, on a choisi pour l'instant de ne pas créer de mécanisme standard de révocation de ce jeton-là. Il pourrait être mis en place
ultérieurement, au cas par cas, si cela s'avérait nécessaire, et si les contraintes que cela poserait sur l'infrastructure seraient acceptées par le système. Voilà l'état de ce que l'on a fait. Qu'est-ce que l'on souhaite faire maintenant? Donc aujourd'hui, on a un prototype fonctionnel. Si je voulais parler TRL, on est en TRL 5, 5+. On n'est pas encore tout à fait en TRL 6. On est en TRL 5. Et on va rentrer à très court terme dans la mise en œuvre technique effective sur des produits que l'on va pouvoir livrer. Ça, on ne va pas le faire tout seul. L'objectif qu'on fournit un système de gestion des missions des agents. Ce système, il ne sera effectif que si les équipements du système fournis par Alstom ou fournis par d'autres fournisseurs de produits ferroviaires ou fournisseurs de produits industriels intègrent ce mécanisme-là. Donc, on travaille aujourd'hui avec 2 très grands fournisseurs de matériel ferroviaire. Globalement, je ne vais pas donner leur nom aujourd'hui, mais à eux deux, ils représentent la quasi-totalité des matériels ferroviaires présents dans un train. Et avec ces 2 fournisseurs-là, on travaille aujourd'hui à la codéfinition de ce mécanisme d'identification et de gestion des droits, d'abord sur des missions spécifiques et des sous-fonctions spécifiques qui sont les procédures brise-glace ou bien les opérations et les missions à très fort enjeu. Retour à un état de sécurité du système ou bien tous les rôles non fonctionnels du produit. Activation de liens de debug, liens d'outillage, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a un développement avec les fournisseurs majeurs ferroviaires aujourd'hui vers des rôles spécifiques. L'objectif ultérieur, c'est ensuite un déploiement vers l'ensemble du système et une intégration de ce mécanisme-là comme un standard simple qui va cohabiter avec les autres systèmes pour résoudre les problématiques ferroviaires et industrielles qui ne trouvent pas leur réponse dans les systèmes centralisés. Je ne parle plus des systèmes à compte locaux. Hein. À très moyen terme, ça sera des systèmes qui seront extrêmement obsolètes. Donc, je fais l'hypothèse qu'à moyen terme, la seule solution standard d'authentification seront les systèmes centralisés qui posent des problèmes dans les environnements industriels. C'est pourquoi notre proposition a vocation à s'adjoindre à la solution traditionnelle d'authentification centralisée ou fédérée pour résoudre les problématiques d'infrastructures partiellement connectées ou potentiellement déconnectées. Pour pouvoir distribuer notre solution, Alstom a fait le choix d'ouvrir ce mécanisme-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Je ne suis pas ici en tant que vendeur de solutions industrielles et solutions de sécurité. Je suis ici pour présenter une solution technique que l'on pense intéressante chez Alstom pour des solutions, pour des environnements distribués et fortement et potentiellement partiellement connectés. Donc, on a un mécanisme que l'on ouvre aujourd'hui. Très tôt, quand le mécanisme est apparu, on a breveté le système pour protéger le mécanisme et qu'on puisse le développer. J'insiste bien sur le fait que ce brevet a une vocation purement défensive et la licence d'usage de la solution libérera l'usage du brevet. Ça, c'est vraiment une volonté qui est forte. Aujourd'hui, donc, on a un mécanisme qui est donc que l'on partage aujourd'hui. On a une spécification qui est donc qui se dirige vers une co-spécification aujourd'hui avec 2 industriels que l'on souhaite à court terme mettre open sourcé avec une licence qui permettra donc l'usage et le co-développement hein, de manière clairement open source de ce mécanisme-là et donc open source dont l'usage évidemment du brevet. Et finalement,
qu'est-ce que l'on veut pouvoir fournir? D'abord, une référence en termes de spécification de l'objet technique, le jeton, et puis les modules standards qui sont à minima, j'imagine, les 3 modules que j'ai présentés, la certification du jeton, l'authentification du jeton et le module d'autorisation, et finalement l'exécution du jeton. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Je vais en profiter pour rappeler rapidement qu'est-ce que j'ai dit. Les avantages du système, on a besoin d'une gestion très forte de l'authentification et du contrôle des missions des agents pour assurer la sécurité du système, assurer la sécurité de la maintenance du système et la non-répudiation des actions qui sont effectuées sur le système. Et quelque chose qui soit utilisable de manière industrielle ou dans les systèmes largement répartis, à savoir être fonctionnel sans contrainte sur l'infrastructure IT du système, être fonctionnel et adapté aux missions des agents et qui s'adapte facilement à l'ensemble de la typologie des actions, une forte flexibilité, notamment être efficace sur des besoins ponctuels de missions à très fort privilège. On souhaite pouvoir bénéficier de la connaissance et du retour d'expérience de l'ensemble des contributeurs potentiels sur ce type de technologie, aussi bien des contributions en termes de cas d'usage, donc des utilisateurs potentiels, que des développeurs ou des intégrateurs pour ce type de solution. Donc, il y a mes coordonnées ici pour me contacter, pour pouvoir travailler ensemble sur cette solution. Je vous engage à venir à me contacter pour qu'on puisse progresser ensemble. Et puis maintenant, j'arrive au terme de la présentation et je vous propose qu'on passe aux questions. J'ai cru voir dans le chat qu'il y en avait un certain nombre. Je pense qu'on va pouvoir y aller.